Renacast. L'un de mes buts, principal, depuis que je suis vraiment rentré au lycée, ça a été d'être, autonome et indépendant le plus rapidement possible. Moi, je dirais que mon conseil, c'est vraiment de se rattacher à quelque chose, peu importe la raison. Par contre, moi, je sais que pour travailler, pour que je sois efficace dans mon travail, il faut toujours que je trouve une source de motivation. Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur Renacast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Aujourd'hui, on s'intéresse à une question que beaucoup d'étudiants se posent. Peut-on créer son entreprise tout en suivant un parcours d'excellence? Pour en parler, je reçois Basile Wano, étudiant en master à Kedge, apprenti dans un géant de l'industrie et cofondateur de Champi, une entreprise qui vend des moris. Bonjour Basile et bienvenue dans ton épisode de Renacast. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir aujourd'hui et j'ai hâte de commencer cet épisode. Eh bien, écoute, je suis très heureux de t'avoir au téléphone, enfin au téléphone, en visio même, en enregistrement pour ce podcast, parce que, j'ai été surpris. Je t'ai découvert avec ton associé, au hasard, des réseaux sociaux évidemment et votre parcours, ton parcours, il m'a agréablement surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'une personnalité, des jeunes gens soient déjà dans le milieu du champignon. Ça m'a beaucoup interpellé et du coup, je me suis dit: «Si moi ça m'interpelle, peut-être que d'autres aussi voudront en savoir plus sur vous et comment vous en êtes arrivé là et comment tu en es arrivé là». Alors j'ai 1 milliard de questions évidemment, tu t'en doutes, je t'ai déjà envoyé pas mal de questions, mais j'en ai encore plus et d'autres vont venir au fur et à mesure dans l'épisode. Mais avant justement d'aller au cœur de ton épisode, Basile, est-ce que tu peux te présenter en quelques instants à nos auditeurs? Pas de souci. Donc, comme tu l'as si bien dit, moi, c'est Basile. J'ai 21 ans depuis pas si longtemps et je suis étudiant, je fais un master en programme grandes écoles à Kedge et à côté de ça, je suis en alternance, je suis dans le service achat chez General Electric à Belfort et donc depuis, maintenant, quelques mois, j'ai créé mon entreprise, qui vend des champignons avec, mon coloc, associé et meilleur ami. Ah oui, coloc associé meilleur ami, un combo qui peut, pour certains, faire peur et toi, a priori, ça a l'air de bien matcher et ça, c'est une question que je vais te poser peut-être dans la suite parce que, c'est pas toujours simple de s'associer avec des personnes qu'on connaît, déjà, bien, en tout cas. Alors, OK, plein de choses. Trois casquettes, étudiant, alternant, c'est ça? Et puis, C'est ça. chef d'entreprise. Rien que ça, toi, tes journées, elles ne font pas 24 heures, elles doivent faire un tout petit peu plus, j'imagine. Il faudra que tu me donnes ton secret à la fin. Alors, avant d'aller directement voir ce qu'est, un chef d'entreprise à 21 ans, j'aimerais que tu nous parles un petit peu plus de toi avant d'arriver, à Kedge, à General Electric, pardon, je vais y arriver. Heu, comment te se passait ta vie? Puisqu'on a une vie normale d'étudiant à 20 ans. Moi, je me souviens des miennes, elles n'étaient pas direction des entreprises, si tu veux. Je faisais plutôt la fête le soir plutôt que, de me pencher sur un business plan. Est-ce qu'avant, toutes tes études, est-ce que tu avais déjà, par exemple, dans ton famille, dans ton entourage, peut-être un terreau fertile pour devenir entrepreneur? Est-ce que tes parents, ou des mentors avaient déjà suivi cette voie? Alors, pas directement, c'est vrai que ça m'est venu un peu comme ça. Moi, j'ai toujours, j'ai jamais vraiment aimé l'école, on va dire. J'ai jamais été un bon élève, j'ai été dans la norme et j'ai toujours voulu, créer un peu mes propres choses. Pas matérielles parce que je suis pas du tout créatif, hein, mais aller, aller droit au but, de ce que je pensais, c'était vraiment très important pour moi et je voulais vraiment sortir de ce système un peu trop scolaire à mon goût, parce que c'est pas ce qui m'animait, c'est pas ce que j'avais envie de faire, surtout à l'instant T quand j'étais étudiant. Enfin, je le suis toujours, mais voilà, je m'entends parler et non, donc dans ma famille, pour en revenir sur, la question principale,
il avait pas vraiment, d'entrepreneur, enfin du moins je n'en connais pas et pour le moment, je suis l'un des premiers, donc j'espère que ça va continuer comme ça et que ça va bien marcher pour moi. Bah, effectivement, bah, je te le souhaite en tout cas. Alors du coup, c'est une question hyper intéressante parce qu'on a souvent une tendance à suivre ce que nos pères ont fait. Il est chef d'entreprise, on devient chef d'entreprise parce que c'est le but ultime. On est le père est militaire, alors on devient militaire ou quelqu'un dans la famille, hein, pas forcément le père, mais pour une figure d'autorité et dans le CDI, donc on va forcément chercher le Graal ultime qu'est le CDI. Toi, en fait, ils ont un parcours classique, enfin classique, on va dire que la norme est et toi, tu décides de partir, sur une voie complètement différente. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, «OK, moi, j'ai pas envie de faire comme eux, j'ai envie de gérer, de créer, d'innover, de réfléchir à quelque chose et de me faire grandir tout seul finalement», puisque, c'est ton esprit qui va amener, le travail, qui va créer ta structure. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a amené à réfléchir à ça? Alors, moi je sais que, l'un de mes buts, principal, depuis que je suis vraiment rentré au lycée, ça a été d'être, autonome et indépendant le plus rapidement possible. C'est-à-dire que j'ai directement voulu, travailler, donc les étés, et cetera, pour, pouvoir sortir un peu de ce système. Bah, c'est mes parents qui financent, et tout ça et c'est pour ça, également que j'ai décidé de rejoindre, de faire de l'alternance parce que pour moi, c'était vraiment important de connaître cette indépendance et de sortir de ce système de, bah, voilà, mes parents me financent, toutes mes études et moi, je fais mon bac+5, je trouve un CDI et cetera, non, non, pour moi, je voulais, vraiment créer, ma personnalité à travers mes études, faire ce que j'avais envie de faire et pour être libre le plus rapidement possible. D'accord, donc tout ce que tu cherches, c'est la liberté, l'indépendance, la fierté de créer quelque chose à toi. C'est tout à ton honneur, hein, parce que c'est pas toujours simple de le faire, hein, et puis des fois, le cocon familial nous permet de rester tranquillement dans le canapé en regardant la télé, en se disant: «De toute façon, j'aurai à manger ce soir, donc tout va bien». Donc non, c'est bien, c'est hyper intéressant de se dire ça, et tu as ce déclic à partir de quel âge? 16 ans, c'est ça? Au collège, au lycée? C'est ça, moi, en fait, dès que je suis arrivé, au lycée, je voulais, c'était surtout cet aspect, indépendance qui m'attirait donc j'ai directement dit à mes parents, «Bah, voilà, moi, c'est fini, je veux aller, à l'internat. Je quitte, la maison, je veux aller à l'internat» et ça, c'est de là où est venue mon indépendance. En fait, j'ai envie de dire, ça a été de me séparer, enfin, assez rapidement de ma maison, tout en restant très proche, hein, de mes parents, hein. Je dis pas que je ne vois plus mes parents, je suis toujours très proche d'eux, mais ouais, c'était assez important pour moi parce que je me suis toujours dit que j'arriverais à faire bien plus de choses, que ce que je pouvais imaginer en étant indépendant et autonome. OK. D'accord. Donc du coup, tu pars à l'internat. Alors pour beaucoup, c'est une punition l'internat. Pour toi, c'est la révélation. Donc ça, c'est plutôt intéressant également. Et du coup, tu te lances. Donc certains se seraient arrêtés, par exemple, à l'alternance, devenir apprenti. Je trouve ça hyper intéressant, surtout quand on est jeune, pour apprendre un métier, pour apprendre une structure, des méthodologies. Toi, ça t'a permis de commencer à réfléchir à créer une entreprise? Alors, je dirais que l'alternance, en fait, ça m'a mis un cadre dans ma vie, c'est-à-dire, bah, un cadre financier. J'avais des revenus tous les mois, ce qui me permettait de payer moi-même mon loyer, mes charges et cetera et j'en voulais plus, j'en veux toujours plus. C'est peut-être, un très gros défaut que j'ai, c'est que je veux jamais m'arrêter et je sais que pendant mes études, surtout ma dernière année de licence, j'ai entrepris beaucoup de projets, étudiants, notamment en intégrant le bureau des étudiants, en gérant mes propres projets en partenariat avec, l'université et cetera et un jour, j'ai eu l'opportunité du coup de créer cette entreprise et je vais dire que c'est, ce côté de j'en veux toujours plus qui a fait que j'ai créé cette entreprise. Mais non, pour, répondre à ta question, l'alternance, ça m'a vraiment posé un cadre, ça m'a, mis des responsabilités que je n'avais pas encore et ça m'a permis de d'apprendre, et d'obtenir des compétences et des connaissances qui m'ont permis de créer cette entreprise. Ouais, OK, ouais, donc ça peut être un conseil qu'on donne à tous les jeunes qui veulent, justement sortir du carcan familial ou de s'émanciper un petit peu de tout ce qui est,
classique, peut-être l'alternance n'est pas c'est pas une voie de garage parce que certains le considèrent comme ça pour beaucoup d'ailleurs même. C'est au contraire, le moyen d'aller, faire travailler ton mental, ton esprit, devenir autonome et créer, et simplement s'auto, devenir autonome. Moi, je trouve ça hyper intéressant d'avoir choisi cette voie-là également. Et oui, et donc du coup, tu es en internat, tu restes pas en internat très longtemps, j'imagine? À un moment, tu prends ton appartement ou tu peux le faire tout le temps, Alors, j'ai été en internat tout mon lycée, donc sur OK. les 3 années de lycée, j'étais en à l'internat et ensuite, je suis parti, dans une autre ville, commencer mes études. Pas très loin de chez moi, enfin, je suis resté dans la région, mais heu, la distance, il y avait une assez grosse distance, pour dire que je prenais un appartement et que, bah, là, c'était vraiment l la rupture ultime avec, enfin, le vivre chez mes parents et être totalement autonome. Ouais, OK. Ouais, donc là vraiment tu deviens autonome. Là, tu es tout seul, tu es dans ton appart, tu te fais à manger, tu ça devient compliqué et à un certain âge, ça peut l'être et ça t'émancipe encore plus. Ça te permet de voir, de poser des bases et d'aller chercher évidemment, des budgets parce que, le loyer, il faut le payer, l'électricité, il faut la payer, tout ça, donc ça, c'est plus intéressant. C'est des bases pour créer une entreprise à mon sens, de se responsabiliser jeune. Je trouve ça hyper sympa parce que, ça permet de voir la vie autrement en tout cas et de pas se laisser porter par elle et du coup suivre un chemin tout tracé. Alors du coup, moi quand je t'ai contacté, la première chose que je t'ai dit: «Moi je ne comprends pas, le champignon, c'est, pour moi quelque chose qui s'apprécie avec le temps. Je sais pas si tu te souviens? C'est au début, moi jeune, le champignon, c'était pas forcément quelque chose que j'aimais bien, tu vois? Les croûtes au mori, les trucs comme ça, je trouvais ça pas forcément très bon, tu vois? C'est pas très sucré. Je suis plutôt sucre en étant enfant et là tu me sors un champignon, je me dis: pas possible, c'est pas ce qui se fait». C'est un peu comme le vin, tu vois? Le vin au début, tu l'apprécies pas, puis avec le temps, ton palais s'affine et tu commences à apprécier le vin. Alors, du coup, moi, la première question que je t'ai posée, c'est pourquoi tu te lances dans le champignon? Le champignon à 20 ans, heu, pour moi, c'est une hérésie presque, mais toi, tu vas me dire le contraire parce que, tu t'es lancé dedans et tu crées une boîte carrément. Alors, pourquoi le champignon? Moi, j'ai plusieurs réponses à ça, hein, particulièrement la Maury, en fait. Nous, c'est vrai que, hein, on vient de Franche-Comté, et en Franche-Comté, on va dire qu'on est des bons vivants. On aime bien allier, 3 choses principales, c'est, le vin jaune, la bonne nourriture et les moris. Donc non, non, il faut dire que depuis tout petit, j'aime beaucoup manger. J'ai vraiment, j'adore, les bonnes choses. J'ai toujours, bien mangé. Mes parents m'ont toujours bien fait à manger, fait découvrir, un peu une passion, culinaire et j'ai toujours mangé un peu des moris. Après, je vais pas dire que j'ai une passion particulière pour, la morue et les champignons. Moi, comme je te l'ai dit, précédemment, la le but de cette boîte, ça a été vraiment, d'avoir un nouveau projet, de l'entreprendre et surtout de le commencer, l'entretenir et par la suite voir son évolution. Heu, il y a eu plusieurs critères qui ont fait qu'on s'est penché sur la morue, et aujourd'hui, on le regrette absolument pas. OK. Du coup, la Maury, on voit, tu as pas une passion, mais derrière toi, pour ceux qui nous regardent en vidéo, il y a quand même des tas de champignons sur le mur, donc c'est intéressant. Moi, mes posters, quand j'avais ton âge, c'était plutôt des stars de la musique ou de foot ou de choses comme ça, tu vois? J'ai pas les mêmes posters, en tout cas. J'ai pas les mêmes décos. Et du coup, tu te lances dans ça. Alors moi, la question, OK, tu commences à te dire: «OK, on va lancer la boîte, le champignon, la bonne bouffe, on aime se régaler, on aime la nourriture, on va aller sur le champignon». Alors déjà, le champignon, je trouve ça assez étonnant parce que c'est pas forcément le truc que moi je serais allé chercher, mais tant mieux. Heu, mais une fois que tu as ça qui commence à sortir de ta tête, est-ce que c'est d'ailleurs ton esprit qui le trouve ou ton colocataire, alors comment tu as dit? Colocataire, ami, meilleur ami et cofondateur, lequel des 2 a lancé l'idée sur la table et comment ça s'est passé? À quel moment on s'est dit: «OK, on lance ça»? Alors, très clairement, c'est mon colocataire meilleur ami qui a, lancé, l'idée sur, la table parce que en fait, lui, il faut savoir qu'il travaillait dans une entreprise qui vendait,
des moris justement et de la viande, mais l'entreprise a fermé malheureusement et il s'est retrouvé, du jour au lendemain sans rien, sans donc il avait du temps déjà et des idées plein la tête. Donc il s'est dit, «Pourquoi pas, continuer uniquement sur la morue?» parce que reprendre l'aspect un peu viande, ça demandait trop d'investissement, dès le début. C'était un peu trop compliqué et puis même, voilà, c'est pas la même logistique, c'est pas le on concentre pas la même charge, en vendant de la viande que des moris. Mais du coup, ouais, ça vient vraiment de lui, et quand il m'en a parlé, en fait, vraiment on on a eu, cette énergie ensemble, j'ai envie de dire, ce qui a donné aujourd'hui, bah, Champy et on en est très content. Ouais et du coup, bah, ma prochaine question, c'était ça, c'est, OK, le champi, c'est bien, on a l'idée, mais comment on fait? On la cultive nous-mêmes? Est-ce que ça se cultive la mori? Alors, tu vois à quel point je suis inculte sur la mori, hein, mais est-ce que ça se cultive ou est-ce qu'il faut que tu ailles la chercher dans les bois et que tu as un endroit secret où tu en as une tonne et que tu peux les récolter, ensuite les faire sécher et les revendre? La question, c'est ouais, où et comment on trouve, l'ingrédient principal de votre business? Et est-ce qu'il faut avoir des contacts d'abord? Alors non, on cultive pas la mori dans notre appartement, pas encore. C'est un peu plus compliqué que ça. On va dire que nous, en fait, on vend essentiellement de la mori de culture. Ça va être OK. des cultures de mori, et donc c'est des gens, des agriculteurs qui vont charger en fait, c'est un boulot à plein temps, donc ils vont faire l'élevage, le séchage et cetera. Heu, Pourquoi on fait comme ça? Parce qu'en fait la maurie sauvage, c'est ultra rare, ça se trouve pas beaucoup et c'est très prisé, hein, comme, Ouais. comme tu l'as dit, c'est très compliqué d'en trouver et donc c'est quasi impossible de s'approvisionner en maurie, sauvage. C'est pour ça qu'on a choisi fait le choix de privilégier la maurie de culture. Donc nous, on a un fournisseur, qui nous approvisionne et qui a assez de stock pour nous approvisionner et du coup, ouais, c'est ça en fait, nous, pour le moment en tout cas, on fait vraiment l'intermédiaire entre les grossistes et les restaurateurs. C'est vraiment notre vision des choses, pour le moment, mais peut-être que par la suite, on commencera à penser pour, faire une culture de morue. Eh Peut-être, ben, dans les écoute, projets futurs. bah, c'est à rajouter dans la to do au cas où. Alors du coup, vous êtes allé chercher le fournisseur ou, vous aviez déjà dans votre agenda, l'adresse de ce fournisseur et vu qu'il avait perdu une entreprise avec qui il travaillait peut-être déjà, c'était plutôt simple pour vous de le récupérer? Alors, ouais, c'est la deuxième solution. Nous, on avait déjà le contact de ce fournisseur, donc c'était, assez, facile dans les relations, on va dire, parce qu'on mon associé avait déjà travaillé avec eux, donc c'était plus facile pour nous, de s'approvisionner dans un premier temps. Après, voilà, nous, notre but, ça on a toujours cherché, différents fournisseurs parce que c'est un peu mauvais d'être, monosource sur un des de l'uni un pardon, un des uniques produits que l'on vend donc voilà, on continue de rechercher. Pour le moment, on est très satisfait de ce fournisseur et voilà, mais faut jamais être monosource, vis-à-vis de ses fournisseurs donc Ouais, on continue de ouais. rechercher. Non, c'est un super bon conseil que tu donnes là, hein, Basile. C'est, ne pas avoir qu'un seul, fournisseur, c'est hyper intéressant. C'est ça. S Pour se lancer au début, pourquoi pas, mais pas enfin, faut absolument en chercher d'autres au cas où, puisque pour X raisons, ce fournisseur peut, être défaillant à un moment donné, arrêter son activité tout simplement et ça peut être vite, mettre en péril l'entreprise et ça, c'est une très, très bonne idée et aujourd'hui, vous avez déjà d'autres fournisseurs ou vous êtes à la recherche de ces fournisseurs? Non, on est à la recherche de ces fournisseurs puisque nous, il y a un point qu'on met vraiment on est très honnête avec nos clients, hein, c'est que nous, on propose les meilleurs moris, hein, de la meilleure qualité de moris qu'on puisse trouver, sur le marché en tout cas et donc certes, on va avoir des prix un peu plus élevés que, nos concurrents, mais par contre, voilà, ils trouveront pas mieux et la difficulté, dans ce marché, c'est que, OK, on peut trouver d'autres fournisseurs, mais ce sera jamais équivalent avec, celui qu'on a et c'est ça qui est un peu problématique, on va dire, pour nous, actuellement, mais en tout cas, on continue nos recherches et on est persévérant.
Oui et au pire, vous les cultiverez vous-même, du coup, si jamais vous trouvez pas la perle rare. Et du coup, tu me dis que vous faites les meilleurs, enfin, vous vendez, vous proposez les meilleurs moris. Vous avez mis en place, toute une batterie de tests pour, justement, mettre en avant le fait que cette morue soit meilleure que les autres ou le fait, comme j'aurais pu le faire moi et ça n'aurait pas marché, je pense, c'est-à-dire goûter plusieurs moris en disant: Celle-là, elle est bonne, ça sera la meilleure». Alors, je sais pas si je vais, répondre, parfaitement à la question, mais en tout cas, non, nous, c'est surtout, comme tu l'as dit, on n'a pas testé toutes les mories, parce un peu trop onéreux pour nous pour le moment, mais mais on a comparé visuellement. Déjà, il y a une comparaison visuelle qui se fait, et qui est très efficace, et c'est surtout, maintenant qu'on a des clients, réguliers, on a un retour sur expérience qui est assez intéressant, et nous, on nous le dit en fait, ce qui va faire la différence, c'est que nous, il y a très peu de dépôts, il y a pas beaucoup de on retrouve souvent des cailloux dans les morilles et cetera, donc les restaurateurs sont obligés de les couper en 2, et nous, on en a très peu. Ce qui fait que, bah, sur, 5 lavages avec les morilles de leurs concurrents, nous, ils en font que 2, et c'est un gain de temps énorme, surtout en restauration quand on sait qu'ils pesent déjà énormément. Pour eux, c'est bénéfique, en fait. Ouais, donc oui, c'est en ça que, le produit est déjà meilleur, peut-être plus charnu aussi. Le fait de pas avoir à le couper, ça permet dans une assiette d'avoir quelque chose de plus joli, de plus, d'avoir un plat, terminé, fini et d'apprécier au mieux le champignon en lui-même. Donc ouais, c'est déjà plutôt intéressant. Effectivement, j'avais pas pensé juste visuellement que ça pouvait apporter quelque chose d'intéressant et moi, tu vois, j'y connais rien, je savais pas qu'il y avait des cailloux. Enfin, je me doutais que c'était pas non plus très simple, mais voilà, 5 lavages. Alors c'est un gain de temps, tu le dis pour les restaurateurs, pour en connaître plusieurs, je vois bien ce que ça peut apporter comme satisfaction à ces personnes-là, mais aussi un gain de, financier. Tu dis que tes moris sont plus chers, mais le fait de devoir le laver moins, c'est un employé en moins qui travaille dessus, c'est de l'eau en moins qui est utilisée, des essorages et compagnie, donc des appareillages, des machines comme ça, qui fait que au final, est-ce que, mis bout à bout, est-ce que vos moris sont peut-être pas moins chers que les autres malgré qu'ils l'achètent plus cher? Tu vois ce que je veux dire? C c Hem, c'est c'est ça? exactement ça. Bon, bah, voilà, bon, je vous ai fait le pitch, si vous l'aviez pas, prenez-le, c'est très bien, je suis très content. On va C'est cool, s'inspirer, c'est génial. Non, mais c'est bien et donc du coup, vous avez votre fournisseur. Donc là, c'est bien, moi, je suis étudiant, je commence mes études tranquillement, enfin, j'avance 20 ans, tu as déjà bien avancé et ton associé, donc lui, se retrouve, au chômage, c'est ça, si je comprends bien et du coup pas tout à fait? Pas tout à fait, parce que, il était en fait, il était également en alternance, donc il s'est retrouvé, on va dire, à l'école, mais sans entreprise. Donc il avait OK. plus beaucoup de cours et il avait du temps, pas mal de temps libre. Ouais et bah, écoute, c'est bien alors du coup, c'est un mal pour un bien et tant mieux pour vous. Du coup, vous récupérez ce fameux client, enfin ce fameux fournisseur, pardon. C'est bien d'avoir des champis, de les mettre dans des boîtes, dans des sachets, tout ça, mais après il faut les vendre. Alors du coup, la question c'est encore une fois, comment vous allez chercher vos premiers clients? Alors non, attends, j'enlève cette question tout de suite parce que ça y est, vous avez l'idée, vous avez le client, il faut monter la boîte avant. Faut monter la boîte parce que tu as pas le droit de vendre si tu as pas un numéro de SIRET, tu as pas le droit d'encaisser de l'argent en France sans que, l'État, vienne, vérifier ce que tu fais. Comment vous décidez de monter la boîte? Parce que j'ai regardé les statuts, je crois que vous êtes en SARL, vous n'avez pas monté une micro-entreprise ou un truc comme ça, non, vous êtes allé directement dans la SARL et ça, je suis curieux de savoir comment vous avez sélectionné, ce statut d'entreprise. Est-ce que vous vous êtes fait accompagner ou encore une fois, les 2 autour d'un café un soir, vous vous êtes dit: «Allez, SARL ça passe bien, je vais faire ça»? Alors, donc comme je l'ai dit, hein, nous on a officiellement commencé notre activité en début juillet, mais ça fait bien plus de temps qu'on travaille, sur l'ouverture de l'entreprise. Non, alors, pour être, totalement franc, nous on a été accompagnés, enfin, on a cherché à être accompagnés. On a eu, rendez-vous avec, le vice-président de la chambre de commerce et de l'industrie, donc à Belfort, qui nous a conseillé sur les différents statuts. Nous, en fait, on l'entreprise, on voulait vraiment que ce soit structuré, qu'il y ait vraiment un objectif derrière, et l'objectif, elle passait par sa création, et c'est pour ça qu'on n'a pas seulement voulu faire une, micro-entreprise, et on avait un peu plus d'ambition, que ça. Donc on s'est fait, conseiller par, par,
par un monsieur, très très gentil qui nous a accompagnés, et qui a été bénévole, dans la création de notre entreprise. Ensuite, on a vraiment voulu faire le processus par nous-mêmes. C'est-à-dire que, bah, voilà, il fallait, créer les statuts, il fallait choisir, un siège social, il fallait, faire des parts, qu'il fallait, investir dans un capital et cetera. Et ça, bah, quand on s'est renseigné auprès du comptable, on nous a dit, «Bah, on peut bien vous faire ça, mais ça coûte 2 000 €». Du coup, on a dit: «Ah oui, c'est un peu compliqué, pour débuter». Donc non, on a fait tout seul de A à Z. On s'est aidé, on a beaucoup travaillé, sur les statuts. On s'était fait faire relire par des professionnels qui ont pris de leur temps gratuitement pour nous aider. Et au final, on a eu une première erreur, une deuxième erreur, une troisième, et au bout de la quatrième, ça a marché. Donc on était très contents parce qu'on en avait marre un peu de payer les frais, administratifs à chaque fois qu'on devait remettre le dossier à jour. Et Et non, voilà. Et du Pardon. coup, 1, 2, 3, 4 erreurs, non 3 erreurs, la quatrième c'est la bonne, comme quoi le C'est ça. dicton il est mauvais finalement, jamais 203. Et du coup, tu peux nous donner aux auditeurs qui voudraient eux se lancer à créer leur SARL, les erreurs que vous avez faites, si elles sont pas et comment vous les avez surmontées et comment vous êtes aperçus, enfin apparemment c'est les personnes qui vous ont accompagné, mais comment elles vous ont expliqué les erreurs que vous avez fait? Et du coup, question sous-jacente, tu me dis que ça coûtait 2 000 € de passer par un comptable ou un expert comptable. Est-ce que toutes ces erreurs, finalement, vous ont pas coûté plus cher? Non, ça nous a pas coûté, plus de 2 000 € ces erreurs, heureusement pour nous. Non, je dis ça, d'un ton un peu moqueur puisque, remettre un dossier à jour et le faire facturer, 5-6, entre 5 et 10 € à chaque fois, c'est Ah, ça va. oui, ça va, mais voilà, on aurait pu s'en passer. Non, moi, si j'ai un conseil, je sais que les erreurs principales, c'était surtout des incohérences parce que, bah, des statuts, c'est vraiment, c'est un terme juridique, hein, on est lié par, une sorte de contrat. Donc on pouvait pas, se permettre de laisser, quelque chose au hasard. Donc on s'est vraiment, au début, on est parti, plus recentré, on va dire. Nous, on est vraiment parti du plus recentré et on nous a demandé un peu d'élargir, que ce soit notre activité, nos parts et cetera, pour vraiment se laisser, plus d'opportunités par la suite. Puis après, c'était quelques petites incohérences, faut vraiment que tout soit aligné, parfaitement. C'est-à-dire que ce qu'on renseigne sur le site de l'État pour créer son entreprise, faut que ce soit exactement la même chose, sur nos statuts. Donc, à la relecture, c'est vrai que des fois, il y a 2-3 petites erreurs d'inattention et c'est ce qui a fait qu'on a dû changer, pas mal de fois en fait, nos statuts. Oui, mais du coup, c'est hyper formateur. Tu maîtrises parfaitement la création d'entreprise. Donc la prochaine, si tu en fais une autre en plus de celle-là, ça te fera plus peur du tout et tu vas économiser au moins, 2 000 €, voire plus. Alors, OK, tu crées les statuts, le SARL, c'est parce que vous vouliez voir plus grand que la micro-entreprise. Vous voulez vous étendre, à peut-être plus de domaines d'activité. Alors j'ai vu qu'il y avait pas que des morilles, hein, d'ailleurs, sur votre site. Il y a aussi, d'autres champignons, tu en parleras peut-être. Et puis peut-être, vous exporter à l'international, parce que, bah, la Maury, elle mérite un écrin mondial. Du coup, ça, c'est hyper intéressant avec la SARL de s'être lancé là-dedans. Tu parlais de parts et justement, je voulais t'en parler dès le départ. Vous êtes 2, vous êtes donc associés. Hem, Moi, j'ai eu, quelque temps dans la saison 1 de Renacast, je ne sais pas si tu le connais, mais j'ai eu Hugo Beaumont qui a, lancé lui sa boîte à 16 ans, et puis qui maintenant en a plusieurs et d'ailleurs faudrait que vous vous rencontriez les 2 puisque lui vend du vin, tu vois? Et donc enfin il vend du vin, il est spécialisé dans le vin et bah, Maury Vin, tu l'as dit tout à l'heure, ça matchait bien donc je pense qu'il y a un marché à se faire à 2. Mais du coup, hem lui m'a dit et comme, pas mal d'autres, s'associer, c'est toujours difficile parce que, surtout quand c'est des proches, bah, les conflits deviennent très compliqués à gérer. Les opinions divergent et quand on est que 2, ben, on peut pas trancher, sauf si vous avez décidé au départ d'avoir, toi 60 et l'autre 40 ou des choses comme ça, quelqu'un qui avait un pouvoir majoritaire sur l'entreprise. Comment tu as structuré ça? Est-ce que ça t'a fait peur de t'associer avec ton meilleur ami? Parce que si ça marche pas, est-ce que ça peut pas ruiner ton amitié avec cette personne-là? Tu vois, toutes les questions qu'on peut se poser, qui certains se posent en étant étudiants, en se disant: «Ah, c'était mon meilleur pote, viens, on fait ensemble». Il y en a beaucoup avec qui ça ne marche pas. Donc comment toi et ton associé, d'ailleurs, tu nous donneras son nom, prénom, ce serait sympa de le citer, vous avez, réussi à relever ce défi-là? Oui, donc
pour commencer, à mon associé, donc Hugo Boquillard, je crois que c'est avec lui que tu as eu les premiers contacts en Ouais. plus, donc non, nous, on a été, beaucoup, critiqués parce qu'on a fait un choix qui est déconseillé par beaucoup de personnes. On est à 50-50, donc Ah oui. c'est-à-dire que l'entreprise, elle lui appartient autant qu'elle m'appartient. On a été clair là-dessus, on a beaucoup réfléchi et bah, comme je l'ai dit au début de l'épisode, moi j'aime bien, relever des défis, qui semblent un peu impossibles et non, non, honnêtement, j'accorde beaucoup de confiance aux gens. Lui aussi. En fait, notre relation, c'est vraiment énormément de confiance. On se parle beaucoup, tout ce qu'on fait, bah, on se le dit. Toutes les actions qu'on prend, on les prend ensemble, on laisse rien de côté et si on n'est pas d'accord, bah, on en discute. On est grand. En fait, c'est juste, on essaye d'avoir un point de vue, si on a un point de vue différent, on essaye de le mettre sur la table, d'en parler et de choisir la meilleure décision pour notre entreprise. En fait, il faut vraiment faire passer l'entreprise avant sa propre personne et je sais que nous, on arrive très bien à le faire. Pour le moment, il y a eu aucun conflit sur rien. On touche, du bois et j'espère que ça va continuer comme ça et j'en doute pas que ça va continuer comme ça. Mais vraiment, c'est sur cette relation, de confiance, qu'on se base et pour le moment, ça marche très, très bien et on en est très fiers et on regrette absolument pas en fait notre choix d'avoir, fait, 50-50, au niveau des parts de l'entreprise. Ouais, OK, donc le choix 50-50 tellement décrié, vous en avez fait fi et vous vous êtes dit: «Nous, on s'en fiche, on a confiance l'un en l'autre et on y va» et puis, bah, pour l'instant, ça vous donne raison, donc tant mieux, continuons comme ça. Est-ce que vous excluez peut-être d'avoir un 3e associé un jour pour peut-être monter un petit peu, soit, au niveau mondial ou international, et puis diluer vos parts ou ça s'est déjà exclu, de par les statuts que vous avez voulu sélectionner? Non, nous on est ouvert à tout, un associé peut-être pour le moment, ça fait un peu tôt parce qu'on vient de se lancer, mais vous voyez là, on est en discussion, pour, s'étendre un peu plus, que notre région, heu, pour, avoir des commerciaux pardon, itinérants, qui sous forme d'une, c'est pas une franchise, mais voilà, ils travailleront pas directement pour nous, ils auront leur micro-entreprise, eux, pour le coup et ce sera sous forme de prestation, de services, en fait, qui travailleront pour nous. Donc pour le moment, un nouvel associé pour ce projet, je dirais que non, parce que, c'est encore trop tôt, mais par contre, on n'est fermé à rien. On est ouvert à toute discussion et voilà, nous, on a déjà eu plusieurs propositions de collaboration, notamment dans le vin, comme vous l'avez dit tout à l'heure et c'est des choses qui doivent être discutées, qui doivent mettre du temps pour se mettre en place, mais par contre, si c'est intéressant et si on y voit un intérêt pour notre entreprise, bah, bien sûr qu'on y réfléchira et on fera le Ouais. nécessaire Donc ça, c'est pour hyper y arriver. intéressant. Ouais. Donc non, mais c'est bien de pas se fermer les portes, je trouve ça hyper sympa. L'expansion, le fait de chercher des commerciaux, je trouve ça génial. Alors du coup, en parlant de commerciaux, non, je reviens. Donc vous créez l'entreprise, vous êtes les 2 étudiants. Alors moi, étudiant, j'avais pas beaucoup d'argent, mais vous créez une entreprise, il faut mettre des fonds. Vous les trouvez où ces fonds? Vous vendez, vos consoles de jeux, vos baskets et vous avez ça? Ou au contraire, vous aviez déjà économisé parce que, vous avez déjà l'idée peut-être un jour de créer quelque chose? Alors nous, pour être totalement transparent, on a fait, encore une fois, comme pour les statuts, on a fait le nécessaire pour trouver des fonds, auprès de personnes. Donc ça a été assez classique, on va dire. On a fait, la moitié de nos fonds, pour l'entreprise, vient de la banque, d'un prêt de la banque et l'autre moitié vient d'un réseau, entrepreneur qui s'appelle le réseau Initiative, à Belfort, qui nous a, ça a été sous forme, un peu, j'aime bien dire, business angel, c'est-à-dire qu'on a dû faire une présentation de l'entreprise devant, bah, le réseau et à la fin, on a eu une confirmation si on était accepté ou pas, pour, obtenir un prêt, pour financer, notre entreprise. Personnellement, on a juste dû investir, dans le capital. Donc c'était, 1 000 € par personne parce qu'on a un Ouais. capital de 2 000 € et ça a été un peu, des prévisions qu'on avait de côté, bah, de par, notre alternance qui nous a permis de récolter, des fonds.
D'accord, donc un conseil hyper intéressant que tu dis, aller chercher des fonds, donc un prêt bancaire, réseau d'initiative, de Belfort, alors en l'occurrence pour vous, mais il en existe j'imagine un petit peu partout. Je les rajouterai pour ceux qui sont sur la région, qui veulent, peut-être aller chercher des fonds, donc c'est hyper intéressant et ça c'est sympa. Donc vous présentez votre projet à des grosses des structures qui potentiellement sans eux, bah, il se passe rien, donc vous à ce moment, vous avez une gestion du stress particulière, vous arrivez à vous dire: «OK, là, c'est notre avenir qui est en jeu». Il y a pas cette pression très forte sur vos épaules, surtout à 20 ans, 21 ans, c'est quand même hyper, hyper fort comme étape. Alors, je m'en rappelle, heu, du moment où on était, dans la salle d'attente, avec, Hugo, pou avant de passer devant la commission. Et moi, je suis quelqu'un, j'exprime beaucoup mes émotions, donc je me lève, je marche, je suis un peu stressé. Hugo, il est très calme sur sa chaise et je le regarde et je lui fais: «Bah, là, on n'a pas le droit à l'erreur. On y va et on casse tout». Et au final, on est ressorti. On a eu les félicitations de pas mal de personnes. On fait une belle présentation. On n'a rien dit, on a marché jusque dans la voiture, on est rentré dans la voiture, on s'est regardé et puis on a explosé, genre c'était, un moment assez fou. Puis après il y a eu un peu d'attente, avant de connaître la réponse de la commission et puis on a été accepté donc là c'était on a fêté avec le champagne mais voilà en fait, on a réussi à gérer ce stress en se disant qu'on allait le faire. En fait, on est parti gagnant et c'est je pense, c'est ce qui a fait que bah, on a réussi à obtenir ce prêt, et on est très content pour ça. Ouais, c'est bien, bravo. Peu y arrivent, donc c'est hyper intéressant, la préparation mentale. Vous faites peut-être du sport? Parce que la préparation mentale, souvent, les sportifs l'ont, pour gérer, cette force, dans un événement, une course, du marathon, des choses comme ça. Est-ce que votre hygiène de vie, peut-être, vous permet, de surmonter ces différentes étapes et ces différents efforts? Alors, on faisait du sport. Maintenant, c'est un peu plus compliqué de trouver le temps. Il faut vraiment qu'on s'y remette. Non, non, mais oui, je sais que, ça vient un petit peu de ça. On est très sportifs les 2. Enfin, on l'a été en du moins et même en faisant des compétitions, assez élevées pour ma part et à un assez haut niveau, pardon. Et en fait, c'est ça, c'est toute cette gestion du stress, on sait le faire, on sait comment se préparer. On a également fait des études un peu aussi dans ce sens-là avec de beaucoup d'oral, beaucoup d'oraux, purée, c'est compliqué. Beaucoup d'oraux, pardon donc c'est ce qui nous a permis aussi de réussir à surmonter cette épreuve. Ouais, c'est cool. Bon, bah, c'est bien déjà, donc on avance, on a le business, ça y est, il nous reste plus qu'à trouver les clients. Comment vous faites pour trouver vos premiers clients? Vous, 2 petits jeunes tranquilles avec vos champignons dans les mains, vous faites les foires, les marchés ou vous commencez à démarcher directement? Ça a été, de la prospection, hein, pure et dure. On a fait que ça pendant 2 mois. C'est-à-dire que, bah, on devait jongler entre, moi, le boulot, les études, les concours, puis la prospection. Donc, on se levait un peu le matin un peu plus tôt, on se couchait un peu plus tard le soir. Mais ouais, non, en fait, on s'est fait une base prospect, sur notre CRM et ce qui nous a permis d'établir, une grosse base prospect dans l'ensemble de la région, donc Franche-Comté. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais oui, on est basé en Franche-Comté et également en Suisse parce qu'on a repéré un très gros marché et ensuite, bah, c'était, appel, mailing et c'est comme ça que ça a commencé. Heu, voilà, c'est comme ça que ça a commencé, pardon. Ouais, donc vous prenez votre téléphone, vous faites alors tu dis que vous faites votre base, client, enfin votre base, prospect, c'est-à-dire vous prenez, parce que vous travaillez pour l'instant enfin pour les professionnels en tout cas, de ce que je comprends, les restaurateurs, donc vous prenez tous les restaurants d'une ville et vous les appelez tous les uns derrière les autres? Donc on travaille aussi en B2C, hein, on en fait un petit peu, mais on va dire que c'est du 80-20, hein. On travaille principalement avec les restaurateurs, mais là on commence, vraiment à travailler en B2C parce qu'on avec les fêtes de Noël, on a visé aussi, les comités, d'entreprise qui Mmh. c'est très intéressant pour nous. Mais pour revenir sur la question, voilà, en fait, on cherche tous les restaurants de la ville qui font des moris.
Oui, oui, évidemment. Principalement. Mais oui, c'est comme ça en fait, on a la chance maintenant, avec, tout enfin internet et tout ça de pouvoir faire ça rapidement. Donc on cherche par zone, on regarde les restaurants, on regarde leurs cartes. C'est quand même un peu d'analyse et ensuite, on les met dans notre fichier, client et on fait un premier mailing et si on voit qu'ils sont intéressés, bah, on les appelle directement et on Donc passe dans du la coup, vous journée livrer les moris. ah ouais, c'est génial, ouais. Et du coup, le mail enfin vous c'est hyper chronophage. Vous avez regardé chacune des cartes de chacun des restaurants à la main ou vous avez utilisé un outil? À la main. Non, À ça a la été main? très, Ah très ouais. long, ouais, on n'avait pas encore d'outils, enfin, on pouvait pas se permettre je sais pas si ça existe, mais d'investir dans un outil qui analyse tout. Donc pour le coup, on a fait à la main, c'est ça qui a demandé beaucoup de temps. Mais par contre, on s'est, très bien entouré, pour avoir, un système de gestion d'entreprise, qui inclut un CRM, hem, fonctionnel dès le début et ça nous a permis de gagner vachement de temps par contre, sur, tout le reste. Ce qui nous a pris vraiment beaucoup de temps, ça a été la prospection, la recherche et l'analyse, des restaurants. Oh d'accord. Et ce CRM, enfin cet outil que vous utilisez, c'est quelque chose que vous payez, vous avez acheté une fois pour toutes, que vous avez fait créer ou, c'est un abonnement mensuel que vous avez inclus dans vos charges? Non, c'est un outil qu'on a fait créer pour nous. Bon, on a eu de la chance parce qu'on a eu les bons contacts, on va dire, heu heu, directement. Donc ce qui nous a permis de réduire, vachement le coût de ce système de gestion d'entreprise. Mais aujourd'hui, on c'est un choix qu'on regrette pas. On en a beaucoup parlé parce que c'était un gros investissement dès le début quand même, mais on jamais enfin, on reviendrait pas en arrière sans cet outil. OK, génial et du coup alors je vais rebondir sur on a eu de la chance, j'ai rédigé un article sur le site, de Renacast. La chance, ça se provoque, ça n'existe pas pour moi. C'est un système qui, à mon sens, est plutôt concret. Tu vois? Préparation et action. Et finalement, oui, tu as le bon interlocuteur, mais cet interlocuteur, il a fallu le trouver donc la chance, bah, finalement, tu l'as provoqué. Enfin, vous l'avez provoqué. Pour moi, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'échanges et puis du réseau, des actions et tu montres là en disant, bah, on est tombé sur la bonne personne. Oui, enfin, vous avez choisi, de tomber sur cette personne-là et je pense que c'est hyper important de rester ouvert justement aux opportunités et d'échanger avec les personnes qui peuvent nous accompagner, nous aider, nous soutenir. Ça, je trouve ça vraiment très bien. Donc voilà, ça y est, vous avez vos clients, vous les livrez dans la journée, ça c'est génial. Ça, c'est bien quand c'est local. Là, vous voulez partir au niveau, bah, suisse. Dans la journée, ça commence à être loin, enfin même si c'est pas très loin, Belfort, Suisse, c'est pas non plus à l'autre bout de la France. Mais comment vous faites pour livrer rapidement? Parce que là, on commence à avoir de la logistique en plus, donc vous avez du stock j'imagine, on envoie une partie peut-être derrière toi, vous avez du stock, heu, vous avez, heu, vous avez des clients, bah, à l'international, la Suisse n'étant pas la France, c'est l'international déjà, quoi qu'on en dise. Comment vous vous organisez pour faire ça? Est-ce que vous prenez un transporteur type UPS, Chronopost, DPD, enfin peu importe le livreur, ou c'est vous, tu mets dans ton coffre et tu prends ta voiture et tu vas livrer, un certain nombre de quantités de champignons. Mais en plus de ça, c'est OK, je veux bien, mais tout ça, ça a un coût aussi, au-delà du temps, ça a un coût, ça a de l'énergie. Est-ce que ça devient rentable de livrer à l'autre bout de la France? Alors, pour le moment, c'est pas l'autre bout de la France, on a encore un peu de chance pour ça. La Suisse, ça reste quand même à proximité. Comment on s'organise? C'est vrai que c'est assez chronophage. Quand on sait qu'on va partir en Suisse, on essaye de vraiment, regrouper toutes les livraisons d'un coup. Comme ça, on fait une pierre deux coups et nous, l'entreprise, le but de cette entreprise, c'était vraiment de 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 sortir un peu de notre zone de confort et d'aller voir les clients. Parce que nous, c'est important, surtout dans le monde de la restauration, qui est un monde, quand même où il faut être proche des gens, il faut leur parler, il faut, s'adapter à son interlocuteur. En fait, c'est tout ce travail qui était super intéressant dès le début et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans l'aventure. Donc non, nous, pour le moment, on passe pas par un réseau de distribution comme La Poste ou UPS. Peut-être qu'on le fera pour, un futur, projet de livraison directement, sur un potentiel site internet. Mais non, là, en tout cas, en B2B, on veut connaître cette proximité avec, notre client, c'est ce qui est le plus important pour nous. Alors oui, ça demande du temps, c'est
coûteux, mais au vu, des produits qu'on vend et au vu de la rentabilité, pour le moment, on arrive à s'en sortir. Heu, Après, je vous avoue que, pour ma part, moi, je suis obligé de poser des jours de congé, par exemple, bah, le vendredi, pour partir en Suisse. Parce qu'en fait, le problème de la Suisse, c'est qu'on est obligé de faire, la détaxation de notre produit et les douanes commerciales sont ouvertes, du lundi au vendredi. Donc c'était un peu compliqué à un moment parce que tous les vendredis, je posais un jour de congé. Mon chef, il est venu me voir, il m'a dit: «Ah, tu fais quoi le vendredi?» Ouais, après, je lui ai expliqué la situation et il était très content et il en rigole aujourd'hui. Mais ouais, ça demande beaucoup de temps, mais nous, on a vraiment cette vision de c'est pas, on fait pas juste de l'achat-revente, nous, le client, on le considère, on prend du temps pour lui, on va le voir directement. Si on doit faire 300 kilomètres pour aller voir le client, on le fera. Faut juste avoir, enfin ça se prévoit, c'est de la logistique, mais faut juste regrouper les livraisons et c'est comme ça qu'on arrive à être rentable aujourd'hui. OK et moi très très bien et le 1er client là, vous le signez, enfin, j'imagine la joie du premier client, comment vous accueillez ce premier client? Alors, ça peut paraître un peu, drôle et tiré par les cheveux, mais le premier client qu'on a eu, c'est mon père, donc Toujours comme ça, la famille, c'est toujours important. c'est toujours comme ça, mais voilà, c'est mon père, donc évidemment, très content, hein, de pouvoir aller livrer mon père et qui je lui donner mon sac et qui voit qu'il y a mon nom sur le sac, donc c'était une grande réussite et je pense que, c'est ce qui fait aussi un peu, la réussite de l'entreprise, c'est on a toujours, eu les pieds sur terre, on est toujours, resté très humble et on est reconnaissant de tout le monde, vraiment, chaque personne qui a investi du temps, de l'énergie, heu, pas dans la création de cette entreprise, mais dans le soutien envers nos personnes. On est très reconnaissant envers elles et ça changera jamais. Ouais, c'est excellent. Le premier cercle est toujours utile, alors que ça soit la famille, les amis, c'est toujours, des appuis, sérieux pour pouvoir avancer et ça c'est top. Tu me dis, que vous allez grandir, chercher des commerciaux, des freelances finalement qui sont en notre entreprise qui pourraient démarcher pour vous. Alors je me dis vous êtes 2, j'imagine que à vous 2 vous êtes complémentaires, c'est peut-être pour ça que ça marche. Est-ce qu'il y en a un des 2 qui est plutôt proche du fournisseur et les autres et l'autre du client? Est-ce qu'il y en a un qui est plus commercial et l'autre plus technique? Est-ce que vous avez défini vos tâches, respectives? Et bah, alors c'est drôle que tu me parles de ça parce qu'on en a parlé, pas plus tard qu'avant-hier. Donc moi je suis acheteur, hein, je réalise mon apprentissage dans le service des achats et Hugo, lui, il a un profil bien plus, commercial et on a eu une réunion avec, notre fournisseur, donc il y a 2 jours et c'est moi qui ai pris le lead sur la réunion, logique, en vue des compétences que j'ai et à la fin, on a fait le débriefing de la réunion et Hugo, il m'a dit, «Ah, vraiment tu as cette chose quand tu parles aux fournisseurs que je n'arrive pas à avoir». Et je dis: «Bah, toi, quand tu parles aux clients, tu as cette chose que moi, je n'arrive pas à avoir». Parce qu'il est vraiment très, très fort, en tant que commercial et moi, je suis assez bon, enfin, je me débrouille en tant qu'acheteur donc on se complète, on va dire, comme ça et c'est vrai que, bah, du coup, j'ai beaucoup plus de contact avec le fournisseur et lui, il a beaucoup plus le contact avec les clients. D'accord. Donc oui, donc sans le savoir, vous étiez trouvé une complémentarité dès le départ finalement et ça c'est intéressant et c'est peut-être pour ça que ça peut marcher. Et du coup, qui va s'occuper des commerciaux? C'est lui du coup? Alors, c'est nous 2. C'est-à-dire que là, bah, on a passé les 1ers, enfin, le premier entretien, avec un potentiel futur, commercial et c'était, vraiment une décision qui s'est faite, de nous 2. C'est nous qui avons fait l'entretien de A à Z donc encore une fois, il y avait cette complémentarité. C'est-à-dire que, bah, voilà, on arrive à trouver, ce truc de, toi, tu vas plus gérer cette partie, moi, je vais plus gérer cette partie. Là, en l'occurrence, pardon, c'était plus, l'aspect, salarial que moi j'ai géré et Hugo, l'aspect, bah, approche client, vente du produit, et
cetera. C'est intéressant, de se dire que vous ouvrez un petit peu, enfin beaucoup, l'entreprise à l'extérieur et vous cherchez des commerciaux. C'est hyper important parce que votre image, c'est plus uniquement vous qui allez la véhiculer, c'est une autre personne, qui travaillera, avec vous, je dirais, puisque c'est un freelance, donc avec vous plutôt que pour vous, parce que, vous avez tous des intérêts, à que ça fonctionne. Mais du coup, quand vous intégrez un nouveau, alors sans rentrer dans les secrets des dieux, hein, mais quand vous voulez rentrer une nouvelle personne pour vendre vos produits, forcément, cette personne-là, va falloir la rémunérer. Est-ce que ça renie pas vos propres revenus personnels? Est-ce que vous avez calculé? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais me donner, tu vois, un conseil de aujourd'hui, je n'ai pas, moi, d'apporteur d'affaires, je dirais. Comment je fais pour, vérifier qu'il va pas me coûter une fortune et il faut que ça s'intègre dans le prix global, que je vends au client final? Eh bah, alors nous, c'est très simple, hein. C'est pour ça qu'on a choisi ce mode de fonctionnement pour, la distribution de nos produits en par le biais de freelance. En fait, c'est que s'il a envie de travailler, bah, il va gagner des sous et au final, bah, notre entreprise va gagner des sous également parce qu'on Ouais. rémunère sous forme de palier, en fait. Donc ça motive. Donc plus il vend, plus nous on vend et cetera. Enfin, c'est un cercle et par contre, s'il a pas envie de travailler, bah, nous, c'est pas grave en fait parce que lui, il gère sa zone et il est rémunéré en fonction de ce qu'il vend et nous, bah, ça s'il décide de pas travailler, pas pendant un mois pour X raison, bah, nous, on perd rien et on gagne rien en retour, mais on fait notre chiffre de notre côté. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça qu'on l'a pensé et je pense que pour le moment, c'est la solution la plus simple qu'on ait trouvée pour que ce mode de fonctionnement marche. Est-ce que, là, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui écoutent ton podcast, est-ce qu'ils peuvent, postuler et devenir, votre, prochain, apporteur d'affaires dans une partie de la région, je sais pas, Bretagne, la région PACA, enfin bref, toute la France, voire l'international? Est-ce qu'on peut déjà venir et vous dire: «Je veux travailler avec vous, j'adore également les morilles et les autres champignons, je veux venir travailler avec vous» et comment ils font pour venir discuter avec toi? Alors bien sûr, on est ouvert à toute proposition, on l'étudiera, hein, comme je l'ai dit, la décision c'est pas que moi, mais on l'étudiera et on prendra une décision par rapport à ce qui est le mieux pour notre entreprise, comme Bien sûr. et je le dis depuis le début. Mais oui, que ce soit en Bretagne, en région PACA, l'international ça c'est un peu plus compliqué pour le moment. Je sais que, bah, nous, du coup, on garde le secteur de la Suisse, pour nous, en cas d'expansion, avec des commerciaux. Mais oui, Ouais. donc c'est une organisation logistique un peu plus compliquée, mais on trouvera toujours une solution si ça permet de faire grossir le business, on va dire ça comme ça. Non, mais bien sûr, on est ouvert à toute, proposition et pour, nous contacter, bah, on est quand même très accessible sur LinkedIn et sur, les différents réseaux de notre entreprise et même personnels. Donc ça, c'est pas un problème, hein, on répond, assez rapidement d'ailleurs. Ouais, donc je mettrai dans les notes de l'émission de toute façon les liens où on peut vous joindre, où on peut te joindre, toi et ton associé, pour, bah, au cas où, on sait jamais s'il y a quelqu'un qui a envie, de faire partie de l'aventure, Champi, ben, écoute, c'est avec grande joie que, je vous mettrai en relation évidemment. On touche progressivement à la fin de ton épisode, Basile. Alors j'ai peut-être plusieurs questions, mais tu en as déjà apporté pas mal. Est-ce que tu as, une routine, tu vois, une morning routine ou une des routines qui fait que tu peux cumuler ces 3 casquettes. Toi, des petits conseils que tu pourrais me donner, que tu pourrais donner à nos auditeurs pour réussir à emmagasiner autant de choses, à faire autant d'éléments dans la journée parce que, bah, être étudiant, être en alternance et en plus, être chef d'entreprise, à mon sens, c'est pas aussi simple que ça. Comment tu fais pour te structurer? Alors, j'ai pas, spécialement de morning routine, hein. Je vais pas dire que je vais me lever à 6 heures tous les matins, que je vais prendre mon café et que je vais aller courir 5 kilomètres. Non, c'est pas ça. Non, surtout, c'est beaucoup d'organisation. Comment j'organise mes journées? Bah, je vais dire, bah, principalement, mon temps, je le consacre à mon entreprise, dans laquelle j'effectue mon alternance. Donc on va dire, bah, de 9 heures et entre 17 et 18h30, je travaille tous les jours et ensuite, bah, je me prends 1 heure, après, pour pouvoir travailler sur ma boîte. C'est comme ça que ça se passe, pour moi. Pour mon associé, c'est un peu différent parce que maintenant, il est presque à plein temps sur l'entreprise. Donc ça permet, bien sûr de faire, le nécessaire, on va dire, enfin le gros du travail, on va dire.
Et par contre, moi je sais que pour travailler, pour que je sois efficace dans mon travail, il faut toujours que je trouve une source de motivation. Et la source de motivation, ça peut être, bête, hein, mais juste, bah, de se dire, «Cette semaine, on a prévu de vendre tant de kilos, il nous en manque tant, bah, voilà, je dois aller les chercher, donc je vais travailler pendant 1 heure pour aller les chercher». Et ensuite, bah, une fois que j'ai atteint mon objectif, je peux un peu plus décompresser. Mais, en fait, moi, je dirais que mon conseil, c'est vraiment de se rattacher à quelque chose, peu importe la raison, que ce soit un truc bête, hein, se dire: «Bah, voilà, j'ai besoin de travailler 30 minutes, et ensuite, je sais pas, je vais manger quelque part» ou quelque chose comme ça. Faut se mettre des objectifs et heu, arriver à finir ses tâches pour pouvoir, accéder, bah, à une sorte de récompense. Mais voilà, il faut toujours se rallier à quelque chose qui nous tient, enfin qui nous permet de progresser en fait et d'arriver à ses fins. Ouais, c'est ouais, bon conseil effectivement, se créer une to do et de cocher des cases, fermer des boucles. On en parle souvent dans Renacast où, l'idée c'est de célébrer les petites victoires au fur et à mesure et puis, pour atteindre un but ultime, en l'occurrence, vendre, une quantité, impressionnante de champignons, donc tant mieux, c'est une bonne idée. Autre chose qui m'intéresse beaucoup, tu parles de trouver des points qui te permettent d'avancer. Est-ce que tu as, pour nos éditeurs, un livre, un élément sur lequel tu te réfères de temps en temps ou que tu aimes donner à ton entourage, tes proches, en leur disant: «Tiens, prends ça, c'est hyper motivant, tu vas voir». Ça peut être n'importe quoi, livre, BD, roman, ça peut être film, ça peut être série, peu importe. Est-ce que tu as quelque chose, qui te tient à cœur et que tu aimes partager? Moi, j'ai un livre qui me tient à cœur parce que c'est, mes premiers profs, de mes premiers cours d'achat qui nous ont dit de lire ce livre et je le trouve très intéressant. Ça va être, «L'art de la guerre». Heu, ça peut être un peu, militaire comme ça, mais il faut pas le prendre, d'un point de vue militaire. C'est et surtout, il y a une phrase qui dit, bah, il faut, connaître son ennemi et se connaître soi-même. Et là, on peut le prendre dans le cas, d'acheteur comme commercial. Il faut connaître son fournisseur et ses clients et se connaître soi-même. Et en fait, ce livre, il est super intéressant parce que ça permet vraiment, heu, de se comprendre, enfin, de se comprendre soi, de se comprendre soi-même, pardon, et de se fixer des objectifs pour les atteindre. Et c'est surtout, il y a tout cet aspect, s'adapter à son public qui est ultra intéressant. Par exemple, un interlocuteur A va pas du tout avoir la même façon de parler que l'interlocuteur de B. Ils vont pas du tout avoir les mêmes façons de penser. Et en fait, c'est vraiment, heu, la finalité de ce livre, c'est vraiment de s'adapter à son public, de connaître son public pour arriver à ses fins. Et je trouve ça super intéressant. Ouais, un bon conseil. Je t'ai parlé de Hugo Beaumont au début de l'épisode. Il m'a donné exactement le même livre que toi. Donc comme quoi, hein, ça se trouve, vous vous êtes croisés sur les bancs de l'école et vous l'avez même pas vu. Donc c'est exactement le même livre, donc bravo. Donc Sun Tzu, toujours hyper intéressant à lire et effectivement à sortir du contexte de la guerre. Parce que c'est pas forcément une guerre. Alors certains vont me dire que l'entrepreneuriat, c'est ça. Moi, je le pense pas. Je pense plus que c'est des petites batailles qu'on remporte, mais pas de la guerre en soi. Très bien, c'est cool. Beh, écoute, je pense qu'on arrive au bout de ton épisode. Est-ce qu'il y a des éléments que tu aurais aimé mettre en avant auxquels je n'ai pas, aujourd'hui, posé de questions? Et en attendant que tu y réfléchisses, où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu le disais d'abord sur LinkedIn. Est-ce que le Sur site LinkedIn. internet peut-être? Le site internet, pas encore. Il est Pas encore encore? OK. en voie de développement, on va dire ça. Non, OK. sur LinkedIn principalement, on est quand même, assez actif, donc c'est là où on va pouvoir, communiquer ensemble, on va dire. OK. Bon, comme je le disais, je mettrai les liens dans les notes de l'émission. Alors, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir pendant que je te posais la question à des Alors, éléments que tu voulais mettre en avant? justement, je me suis refait un peu le podcast dans ma tête et j'ai l'impression qu'on a abordé un peu tous les sujets. J'ai pas spécialement d'autres choses, à apporter pour la fin de ce podcast. Voilà, moi, je dis juste que s'il y a des jeunes, qui nous regardent et qui ont envie de se lancer, il heu, faut vraiment avoir un objectif et atteindre cet objectif, enfin vouloir l'atteindre, c'est le principal quand on a envie de se lancer. Et heu et je pense que c'est ce qui va conclure notre épisode en fait, vraiment, il faut toujours se mettre dans des objectifs dans la vie, et c'est ce qui nous permet de se lancer dans les meilleures conditions.
Ouais, effectivement. Merci beaucoup pour ça. Alors, dernière question, si tu as écouté les épisodes de Renaka jusqu'au bout, je pose toujours une dernière question avant de quitter le podcast. Alors, d'habitude, je la pose différemment parce que les invités que j'ai sont un petit peu plus âgés que toi. Si tu avais la possibilité de, de, de de partir dans le futur. Tu vois? Pas dans le passé. D'habitude, je demande dans le passé, mais toi, dans le futur. Si tu avais la capacité de prendre la DeLorean, enfin un élément qui te permet de voyager dans le futur et que tu tombes nez à nez avec ton toi, de 40 ans, 20 à 50 ans, je ne sais pas, qu'est-ce que tu pourrais te qu'est-ce que tu aimerais, en tout cas, voir de toi, dans 40, 50 ans, et comment tu pourrais, te regarder? Alors, la question n'était pas vraiment posée comme ça sur la fiche, donc je prends un peu de temps, mais non, voilà, moi, je sais que, quand j'aurai 40 et 50 ans, je pense que j'aurai, heu, beaucoup d'expérience, j'aurai beaucoup de connaissances et justement, j'aimerais bien me voir, devant une classe, devant des élèves et de voir que j'arrive à former, en fait, les autres. Parce que moi, il y a ce côté formation qui est ultra important pour moi. Je sais que moi, ça fait, 1 an et demi que je suis en alternance et j'ai eu des formateurs également et c'est vraiment la transmission de connaissances qui m'apporte, beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie et j'aimerais pouvoir, être capable de transmettre également, des connaissances, aux générations futures et heu et pourquoi pas pouvoir être une source, d'inspiration, en termes de connaissances et de compétences pour des élèves, que j'aurai, et cetera. Donc voilà, moi, je veux vraiment me voir en tant que formateur, en tant que j'aime pas dire professeur parce que je sais que ce sera pas mon métier, à plein temps, mais voilà, vraiment comme, instructeur et pouvoir apporter des compétences, nouvelles à des personnes, qui sont à la recherche de compétences. Ouais, ça c'est excellent. Merci beaucoup Basile pour ce témoignage que je trouve hyper inspirant. Ton âge fait que, en fait, ça donne encore plus envie d'essayer, de se dire que, avec de l'audace, ou que l'audace même, ça peut être simplement, de commencer, même petit finalement, puisqu'au début tu commences petit, puis de gérer tes priorités, ta passion, tes passions, de t'entourer, de savoir s'entourer, un meilleur ami, pourquoi pas dans ton cas, pour trouver les produits et l'idée, pour se lancer. Moi, je trouve ça hyper inspirant. Donc merci à toi Basile, merci à vous 2 d'avoir, lancé, Champy et je te souhaite à toi et à ton, cofondateur, de réussir, d'aller chercher de nouveaux défis, de les relever et puis de grandir encore et encore et je te dis peut-être à dans 2 ans, qui sait, on se retrouve au micro de Renacast et on parle de tout ce que vous avez, réussi à grandir, à faire grandir, à évoluer. Ce sera avec plaisir en tout cas que je te recroiserai. Merci beaucoup Basile et à Et très bientôt. bah merci beaucoup, à toi aussi pour, l'invitation et l'opportunité et ce sera avec plaisir qu'on se retrouve dans 2 ans, en face à face peut-être. J'espère aussi. Merci beaucoup, passe une bonne journée. À très bientôt dans un prochain épisode de Renacast. Allez, ciao, bye bye. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir Renacast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.